Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Quand on change de vêtements, on change de comportement, raconte l'écrivain Frédéric Monneron dans son ouvrage La sociologie de la mode. Mange ce qu'il te plaît et revêt le vêtement qui plaît aux gens, l'habit ne fait pas le moine. Nombreux sont les proverbes qui nous rappellent l'importance de ce que l'on porte. Aujourd'hui, le vêtement a su transcender les disciplines et s'imposer comme facteur essentiel du déterminisme individuel. Néanmoins, lorsqu'il est question de la discipline des relations internationales, si le débat portait sur une sociologie des relations internationales, désormais il apparaît nécessaire de se tourner vers les nouveaux déterminants de cette discipline en constante mutation et vers une sociologie de la mode et du vêtement, Lévy 2011, et une anthropologie du vêtement, Delaporte 2005. Si l'étude des relations internationales est avant tout une étude de faits, descriptive, elle est aussi désormais compréhensive et alimentée de faits sociaux. Ainsi, les événements internationaux sont des faits de société. Dès lors, l'étude, l'analyse et la compréhension de ces faits s'avèrent nécessaires et étroitement liées à l'interprétation des événements internationaux. En outre, si la mondialisation est souvent synonyme d'ouverture, en ce qui concerne le vêtement, elle est aussi associée à la frivolité. Le fond est la forme est à présent aussi le fond. L'apparence prend une place de plus en plus significative au fil des dernières décennies. La mondialisation, de nature multidimensionnelle dans son processus, impacte de nombreux secteurs économiques, sociologiques, politiques, philosophiques. Ainsi ce phénomène, désignant le développement de l'interdépendance à l'échelle mondiale, entraîne-t-il une culture uniformisée ? Et donc une mode commune ? La diversité culturelle est-elle menacée par la mondialisation ? A contrario, la mondialisation appuie-t-elle les revendications culturelles ? Bien que cette tendance entraîne à une culture mondialisée, ainsi qu'à une standardisation des modes de vie à l'occidental notamment au vu de l'influence américaine et d'un modèle parfois qualifié d'anglo-américain, Pesqueux 2011, elle a tout de même ses limites, et mène à une conservation de la diversité culturelle. En effet, elle est perçue comme mettant en péril les identités et le particularisme traditionnel. Dès lors, le vêtement devient un outil de détermination culturelle et dépasse l'aspect frivole de son utilisation contemporaine. Il n'est plus un élément de mode, une démonstration de la personnalité, mais devient un outil de revendication, oscillant entre politisation, médiatisation et instrumentalisation. De la praticité à la frivolité, le vêtement a muté au fil des siècles pour répondre aux besoins sociétaux et humains au travers de 4 grands courants. Il y a 800 000 ans déjà, l'homme décidait qu'il devait se couvrir. L'homme a toujours voulu couvrir certaines parties de son corps. Les premiers hommes utilisaient des plantes ou des peaux d'animaux pour se vêtir. Avec des herbes, des tiges de vigne, des bandes de cuir, des peaux d'animaux, ils confectionnaient des vêtements. Les premiers vêtements remontent donc à la préhistoire. Homo antecessor et Néandertal utilisaient des peaux d'animaux en fonction du climat, notamment pour se protéger du froid. Son utilisation, bien que purement fonctionnelle, n'échappe pas à la personnalisation. Rapidement, le vêtement revêt une autre fonction. On l'améliore, le teint, le coud. Et puis on le customise, on accroche des bijoux, des broches. On le personnalise un peu. En fonction de sa tribu, de son origine géographique, de sa famille, de son âge et de son sexe. À ce stade, le vêtement n'était qu'une parure ayant vocation à protéger le corps, malgré les volontés de personnalisation. Il correspondait aux besoins physiologiques et de protection, Maslow 1954. Dès le XIVe siècle, le vêtement devient un outil de mode aristocratique qui permettra de se distinguer en devenant le miroir de la classe sociale. Les tenues bourgeoises se doivent d'être faites de tissus somptueux, puisqu'en effet ce sont les tissus et les parures qui font la richesse du complet. La mode à cette époque se transforme en caprice, et cela, notamment par le savoir-faire qu'elle requiert. Elle est un élément de distinction sociale. Roche écrit « Le vêtement est un signe efficace de la hiérarchie économique et de sa traduction dans les représentations sociales qui se mesurent plus aisément à la mobilisation des valeurs d'usage. » Dès lors, le vêtement endosse un rôle politique et social. Sous l'Ancien Régime, la distinction entre les rangs par un ordre hiérarchique se retrouve dans l'habit.
Wrigley cite Linant en discutant la politisation des objets et de l'habit. Les choses concrètes peuvent réellement créer une révolution politique. En considérant le changement de l'habit, la cause du bouleversement des ordres sociaux est exposée. Ce désordre est une des raisons qui explique la Révolution française. Le vêtement est souligné dans plusieurs œuvres pré-révolutionnaires. Pour exemple, Molière avec Le Parvenu et le déguisement ayant vocation à critiquer une société de l'apparence ou encore à travers la figure de Monsieur Jourdain, stéréotype du nouveau riche. Montesquieu fait un commentaire sur le caractère superficiel du peuple de France, mais aussi sur les femmes de la noblesse et leur insatiable préoccupation pour leur apparence physique. Daniel Roche l'affirme en 1989, « La Révolution a prouvé que rien n'est futile dans la mode. Avec les sans-culottes, le vêtement prend une signification politique en bouleversant les codes de l'Ancien Régime. C'est le 29 octobre 1793 que le vêtement prend un tournant considérable, avec l'adoption de la loi du 8 Brumaire de l'an 2 proclamant la liberté de s'habiller comme on le souhaite, et amenant à la démocratisation dans l'habillement. Ainsi, à la fin de l'Ancien Régime, les dépenses vestimentaires des familles augmentent de 30 à 100% selon les niveaux de fortune. On dépense environ 42 livres pour l'habillement en 1700 contre 160 livres en 1781. Les habitudes vestimentaires se modifient et l'on accorde de plus en plus d'importance à la qualité des matériaux et à la propreté. Durant le tournant révolutionnaire, le vêtement comble déjà tous les besoins de la pyramide de Maslow. Il n'est plus un objet futile. Il permet bel et bien d'accéder aux besoins d'auto-accomplissement et donc de réussite personnelle. Mais le plus grand courant dans les tournants de la mode auquel le vêtement a dû faire face reste l'avènement du prêt-à-porter. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la participation des États-Unis a considérablement changé le mode de vie français après l'importation du chewing-gum, du Coca-Cola, des collants. La France s'ouvre à un nouvel art de vivre plus décontracté. C'est en 1947 que l'industrie du prêt-à-porter s'impose grâce à la participation des Albert Lempereur, président de la Fédération de l'industrie des vêtements féminins, et Jean-Claude Weil, concepteur du ready-to-wear, initiative américaine pour participer à la consommation en pleine expansion. La haute couture devenue bien trop élitiste, le prêt-à-porter offrait aux différentes classes sociales l'accès à de nombreux modèles, tailles et tendances à des prix accessibles se nourrissant et s'inspirant des modes de celles-ci. Le vêtement de loisir, ayant des caractéristiques bien plus frivoles, se développe dans un contexte de consumérisme massif. C'est ainsi que le vêtement ne sera plus un savoir-faire artisanal, mais un marché industriel n'échappant pas au développement concurrentiel ou à l'avènement de marques de prêt-à-porter. Ces 4 tournants dans les habitudes vestimentaires, le vêtement primitif, le besoin de distinction sociale par la mode, le vêtement révolutionnaire et enfin l'avènement du prêt-à-porter, soulignent la distinction entre vêtements élitistes et vêtements populaires ainsi que l'écart social qu'il impose. En effet, qu'il soit outil fondateur d'une hiérarchisation des classes sociales ou reflet des ambitions pour un peuple moins aisé, le vêtement n'est pas le même pour tous. Cette chronologie historique nous permet de retracer l'évolution du vêtement fonctionnel au vêtement de loisir, de la praticité à la frivolité, de la nécessité à la distinction. Le vêtement reste le premier secteur de dépenses des ménages européens dans le domaine de leur apparence physique, un budget qui aurait baissé depuis 1945, mais qui représente 5% des dépenses totales et reste 4 fois plus élevé que celui du consommateur moyen des 12 derniers entrants dans l'Union. C'est l'Italie et le Royaume-Uni qui occupent la première place en termes de dépenses allouées aux vêtements. Malgré cette baisse des dépenses, l'industrie du textile reste un pôle stratégique de l'économie mondiale et de bien des pays développés comme en développement, et génère de très nombreux emplois et des capitaux très importants. La surconsommation médiatique entraîne par ailleurs une augmentation de l'intérêt pour la mode. En France, les adultes passent en moyenne 5h07 minutes par jour devant les écrans contre 3h10 il y a 10 ans, soit 2 heures de plus, rapporte la journaliste Christelle Méral sur le plateau de France 2. Aux États-Unis, ce temps passé devant les écrans pour les 18 à 34 ans est de 8h45. Les dernières générations, milléniales ou Y, développent une nouvelle tendance, celle de la surconsommation médiatique,
qu'elles soient volontaires ou involontaires par le biais de spam ou de publicité. Cette consommation exponentielle amène de facto à une frivolité médiatique. L'on peut se demander si les médias, afin de toucher le plus large public possible pour une chaîne d'information par exemple, ne doivent pas adapter l'information diffusée pour attirer l'attention des tranches d'âge les plus jeunes, et si cette adaptation se traduit par une modification de l'axe souligné dans le processus communicationnel. Ainsi, pour impacter une société frivole, n'est-il pas plus intéressant de débattre des tenues politiques plutôt que des messages ? Si tel est le cas, l'intérêt croissant pour le vêtement diplomatique et politique aurait été enfanté par la mondialisation et la frivolité des générations actuelles. La photographie, traduit littéralement par dessin avec la lumière, n'est pas sans conséquence dans l'introduction d'une culture de l'apparence. L'invention de daguerres ou daguerréotypes reprend de nombreux procédés chimiques et est à l'origine du développement de la photo, soit la fixation de l'image capturée sur un support. Dès 1848, le monde fait face à la naissance de la photographie de presse. Lors de la chute de la monarchie de Juillet, l'image de la barricade de la rue Saint-Maur est largement reproduite et diffusée. Cette image deviendra la première photographie historique de France. Dans la première moitié du XXe siècle, la photographie de presse s'intègre comme une nécessité de séduction visuelle. Désormais, l'image prend une place bien plus importante se substituant à l'auditif. La radio n'est plus le premier vecteur de message. De ces technologies de l'image naît un besoin pour le politique, de se créer une identité digitale. Notamment par le biais des réseaux sociaux, il est évident que la présence médiatique de la personnalité impacte la perception des destinataires. Cette naissance des technologies de l'image donne au sujet de la culture de l'apparence une origine, une racine ancrée et une source à exploiter pour sa compréhension dans l'ère contemporaine. Le point de départ de cette réflexion naît de cette médiatisation du vêtement politique. En effet, lors de la première visite du président américain Donald Trump et de la première dame Melania Trump en France en 2017, de nombreux articles faisaient la description des vêtements de cette dernière tandis que peu d'entre eux faisaient état des propos tenus par le président américain. Lorsqu'un article dans le magazine Grazia sort en août 2018, intitulé « Melania Trump utiliserait ses vêtements pour s'opposer à la politique de son mari », le sujet prend forme. Comment ne pas s'intéresser aux vêtements comme élément de langage, lorsqu'il est sujet à de nombreuses polémiques ? Par ailleurs, c'est aussi la subtilité de ce langage qui a motivé la réalisation de cet ouvrage. Le vêtement, élément principal de la communication non verbale, est d'autant plus difficile à étudier par la multitude de perceptions et d'interprétations pouvant être faites. Au cours de la période suivante, l'on assiste à une prolifération des débats portant sur les tenues vestimentaires des politiques et diplomates allant parfois jusqu'à la caricature. C'est seulement après la lecture de l'ouvrage d'Elisabeth Pinault et de Gaëtane Morin intitulé « Le vestiaire du politique » que les contours de ce sujet prirent forme. Dans son essai intitulé « Pour une anthropologie du vêtement », Yves Delaporte insiste sur le fait que, comme le langage, le vêtement fascine à la fois par son universalité et par l'extrême diversité des formes qu'il peut prendre d'une société à l'autre. Cependant, force est de reconnaître que, en dépit de cet intérêt sans cesse renouvelé, la science du costume reste à l'état d'ébauche, et c'est cet état d'ébauche qui justifie l'intérêt que nous porterons à ce sujet, afin de le mener à une science constructive. La naissance de cet essai est justifiée par l'aspect hypothétique des travaux précédents. En effet, la plupart des ouvrages consacrés à ce sujet proposent le développement d'une culture de l'apparence sur le fond, mais la tentative d'ancrage de la discipline reste inconstante. Les articles proposent le développement d'une sociologie de la mode avec des intitulés usant des termes pour « vers ». La concrétisation n'est donc pas encore d'actualité. La sémiologie, du grec signe, se construit comme une science des significations. Selon l'Encyclopédie Universalis, la sémiologie est la méthodologie des sciences qui traitent des systèmes signifiants, donc des sciences humaines, puisqu'elle considère les pratiques socio-historiques qui font l'objet de ces sciences comme des systèmes de signes. Tout d'abord utilisé pour évoquer la médecine par Émile Littré, le sens du terme sémiologie a été élargi par Ferdinand de Saussure le définissant comme la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale.
Ferdinand de Saussure développe les deux notions de signifiant et de signifié, et divers courants prendront racine à partir de ce cadre théorique. Roland Barthes est l'auteur de références courantes sur la signification et le mythe dans les tournants sémiologiques, puisque selon lui, les communications de masse comme le vêtement, la cuisine ou la publicité demeurent ignorantes d'elles-mêmes, mutiques et mystifiées, et elles appellent le déchiffrement de la raison langagière. Barthes, 1964. La sociologie est l'étude des relations, des actions, des relations sociales constituant les sociétés. L'enjeu du sujet se retrouve dans la compréhension du phénomène vestimentaire en l'intégrant dans la compréhension du fonctionnement et de la transformation des sociétés. Les cadres d'analyse de la sociologie sont illimités. Néanmoins, cet ouvrage se consacrera au champ d'application de l'identité, de l'affirmation sociale et politique, des stratégies axées sur les moyens d'existence, des rapports entre individus, des cultures et modes contemporaines et de la transformation des mœurs vestimentaires en fonction du contexte international. Principalement herméneutique, cette analyse prendra la forme d'une sémiologie du vêtement dans les relations internationales. L'analyse se concentre sur une approche laïque. Le sujet du vêtement comme vecteur religieux ne sera que peu abordé dans celle-ci, et fera l'objet d'un ouvrage indépendant et plus approfondi dans le futur. En utilisant le socle de la culture matérielle, il convient de définir les contours d'une culture de l'apparence dans les relations internationales contemporaines. La culture matérielle est la représentation physique de la culture. C'est une lecture analytique inclusive qui comprend des éléments tels que les objets, le commerce, les preuves matérielles qui peuvent être attribuées à la culture, croisées aux comportements, normes, valeurs auxquelles ces objets participent. Domaine interdisciplinaire permettant d'étudier les relations entre les individus et les objets en leur possession. La culture matérielle peut d'abord être définie comme l'ensemble des objets fabriqués par l'homme et appréhendés sous un angle social et culturel. Julien Rosselin, 2011. La culture matérielle n'est pas figée et évolue selon les époques et les contextes. À travers cette approche, les objets sont porteurs de significations diverses et renvoient à l'expérience individuelle, permettant d'analyser un ensemble de normes et de cadres de l'individu. Le vêtement est un élément clé de la culture matérielle, notamment pour son cadre culturel et normatif. Il est en possession d'un individu, se voit régulièrement renouvelé avant même d'avoir été usé, et permet de déterminer certaines caractéristiques de son propriétaire. Le domaine de la culture matérielle, étant suffisamment vaste pour englober tout type d'éléments physiques matériels, il convient de développer une approche plus restrictive pour comprendre le phénomène vestimentaire que nous appellerons la culture de l'apparence. À travers ce concept, que nous développerons au fil des pages, il faut comprendre les enjeux divers qui s'articulent autour de l'apparence dans les relations internationales, qu'ils soient sociologiques, politiques, culturels, diplomatiques ou anthropologiques. Pour ce faire, il est nécessaire de faire une distinction entre mode et mode. La mode désigne des codes vestimentaires à adopter conformément à une époque dans une région particulière. Elle renvoie à un goût collectif, à la société et à une volonté d'affirmer sa classe sociale, son groupe social, son pouvoir d'achat et sa personnalité. La mode change constamment et entraîne donc une surconsommation puisqu'elle est renouvelée avant même que le vêtement soit usé. La mode est principalement dirigée par les industries du luxe et les défilés de haute couture et par le biais de ces industries, la notion de soft power de la culture de l'apparence peut être incorporée. À distinguer de la mode, concept dans lequel nous regrouperons la définition précédente, et l'aspect sociologique et normatif d'un mode de pensée. Cette définition regroupe la manière de vivre et de se comporter, propre à une époque, et cette volonté individuelle paradoxale de distinction et d'imitation vestimentaire. Si la mode est éphémère, la mode, elle, regroupe les faits historiques pour déduire les tendances prochaines en fonction de l'histoire et des aspirations nouvelles et devient une conformité se rapprochant davantage de la tradition et de la coutume, construite dans un ancrage temporel évident que de la tendance éphémère. En raison de sa complexité, la mode requiert une approche pluridisciplinaire. Cette culture de l'apparence englobe de nombreux enjeux, notamment sociaux et sociétaux. En effet, le vêtement est représentatif de la classe sociale et est un outil canalisateur rendu possible grâce à sa fonction normative et créatrice de codes sociaux.
Elle implique aussi des enjeux économiques, de par les dépenses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.